Écoutez, déjà bonsoir à tous. Voilà, bonsoir à Franck. Merci d'être venu ce soir à la librairie Almora pour la présentation du nouveau livre de Franck Thérault, donc édité aux éditions Almora, Être sans le dire. Hein. C'est le troisième livre que tu publies. Et je suis très heureux je te le dis, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui et puis d'avoir aussi contribué un peu à éditer ce livre. Et alors tu avais d'abord, il y a quelques années, publié deux autres livres, donc L'éveil pour les paresseux en 2010 et L'art de ne pas faire en 2011. Donc il y a eu 8 ans entre voilà, ces livres et celui-ci. Et suite à la publication de ces deux livres, tu as des personnes qui sont venues te rencontrer. Oui. Te rencontrer plutôt en individuel parce que j'ai remarqué que tu fais... Oui, toujours. Tu fais jamais de satsang qui sont pourtant très à la mode. C'est plutôt... les gens te prennent contact avec toi et puis tu les reçois chez toi dans un bar et puis oui, voilà. C'est de façon très simple, c'est très agréable. Dans le livre, donc le livre est fait à partir de ces rencontres. Voilà. Là, je me suis demandé est-ce que tu les avais enregistrées ou est-ce que tu non, avais fait des notes? Tu t'en es souvenu peut-être? Non, absolument pas. C'est qu'en fait, quand je reçois des personnes, donc ce qui m'intéresse, moi, c'est leurs questions. En fait, les réponses, elles sont là. Ouais. Et en fait, la réponse est spontanée. Mais en revanche, la question, il faut me poser des questions pour que je puisse répondre. Si il n'y a pas de questions, je suis incapable de répondre. Et en rentrant chez moi, je notais les questions que les gens me posaient. Et j'ai remarqué qu'il y a souvent des questions qui revenaient, des questions très récurrentes. Et à partir de là, donc j'ai fait mais c'est pas une personne, quoi. C'est tout l'ensemble des personnes. D'accord. Voilà. Et donc ça c'est, disons, la grande partie du livre. Et puis à la fin, ça m'a plu aussi, tu as présenté, on va dire, ton chemin de chercheur. Oui, parcours d'ailleurs qui est depuis les 17 ans. Voilà, c'est ça, commence à 17 ans. Tu as une expérience dans une église, une expérience de plénitude en écoutant de la musique déjà, hein, de l'orgue. Et puis ensuite, tu commences une recherche. Alors, comme beaucoup de gens, tu lis Arnaud Desjardins. Ensuite, tu entres dans un groupe hindou, que tu appelles une secte, en tout cas un groupe qui a l'air assez effectivement... oui, peut-être une vraie de vraie. Voilà, tu passes 4 ans là-dedans, et puis enfin, à un moment donné où tu désespères, quoi, je tombe au fond du trou, on peut dire. Au fond du trou. Et ben, tu rencontres Jean Klein, au début des années 90, et tu cites d'ailleurs une phrase que moi j'aime beaucoup dans ton livre, une phrase de Jean Klein, qui dit « Chaque pas entrepris dans sa direction vous en éloigne ». Absolument. La direction étant la direction, c'est ce que tu appelles l'être sans le dire, j'imagine. Voilà. Et donc ça, pour toi, ça a été une phrase clé, quoi. Une phrase clè, absolument. Quand j'ai découvert en fait, j'étais à la librairie de Cannes, donc j'en parle dans le premier bouquin. J'étais à la librairie de Cannes, et en fait, je vois, tiens, Jean Klein, la quête sacrée. J'ouvre le bouquin, et puis une feuille comme ça, un bouquin, et je tombe sur cette phrase, et je dis, c'est quoi? Et ça m'a fait c'est incroyable ça. Alors j'ai vite acheté le livre. Et après donc j'ai vu Madame de Ronceret qui s'occupait de ses traductions. Traduction de Jean Klein. Voilà, elle mettait en forme ses causes enregistrées. Et ensuite là, après j'ai rencontré Jean Klein, mais je ne veux pas dire que je me souviens pas comme un de ses élèves. Disons que j'ai dû le rencontrer en tout peut-être 10 ou une douzaine de fois. Soit pour des rencontres soit individuelles ou soit en groupe. Mais je ne sais pas, comme Éric Barret qui peut être vraiment un de ses élèves. Voilà, et d'autres aussi. D'accord. Et donc ensuite, tu as arrêté de chercher. Enfin, c'est le chercheur qui a disparu, je ne sais pas, en tout cas... Il y a eu Marigal après. Il y a eu Marigal, d'accord. Voilà. Qui a beaucoup compté. Marigal qu'on a édité aussi ici chez Almora. Voilà, oui. Et puis maintenant il y a ce livre, alors, donc, qui est dans la continuité, puisque le sous-titre du livre c'est l'art de ne rien faire et de le faire bien. Donc on est dans l'art de ne pas faire. Oui, c'est ça. Tu vas nous expliquer d'ailleurs ce que ça. C'est une idée de l'éditeur. De l'éditeur, c'est Claude Barre. Voilà. Et alors le titre est de toi, Être sans le dire. Alors explique-moi ce titre, Être sans le dire. Pourquoi sans le dire? Sans le dire, parce que dès qu'on met même le mot être, c'est déjà trop tard. On en fait déjà quelque chose. Ça veut dire qu'on l'objectifie et donc du coup on s'en éloigne. On s'en éloigne. Là, ne faites rien. Ne faites rien. Pas même méditer, rien. Ouais.
Il ne reste... Quand le moi ne fait rien, il ne reste que être. Mais c'est être sans le dire. Alors je recommence. Quand le moi ne fait rien, il ne reste que... Mais la tête ne si dit je le dis, c'est déjà trop. Non, la tête ne dit rien. C'est du ressenti, c'est que du ressenti. La tête ne dit rien. Et alors, dans le livre, tu appelles ça vers une philosophie perceptive, en fait. Oui, parce que je m'inscris plus... en fait, ce que je partage, c'est très à part, en fait, finalement, par rapport à beaucoup de traditions, malgré tout. Et à la fois, j'aime beaucoup, bien que je ne connais pas grand-chose en philosophie, mais les quelques lignes que j'ai pu lire en philosophie m'ont beaucoup plu. Et en fait, je m'inscris plus dans cette mouvance-là, mais d'une façon perceptive. Et non pas conceptuelle. C'est ça, voilà. C'est comme ça que je comprends. Oui. Et alors, donc, tu dis, il n'y a rien à faire, mais pourtant, quand on lit ton histoire, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, quoi, avant de ne rien faire. Est-ce qu'il est nécessaire de faire beaucoup de choses avant d'être capable de ne rien faire? Il est vrai que généralement, on nous demande de faire. On nous demande d'être dans la vigilance, on nous demande d'être présent à soi, on nous demande d'être attentif à ce qui est. Eh bien, le faire va justement consister à porter notre attention à ce qui est, ici même, en cet instant même. Alors allons-y, faisons. Si nous portons notre attention, il y a donc ici pour vous ces livres, la table, José, ces choses-là, Franck, etc., etc. Nous sommes donc pleinement conscients de porter notre attention ici même, en cet instant même. En portant notre attention, il y a un moi qui fait. Eh oui, un chercheur, un méditant, appelez-le comme vous voudrez, il faut bien reconnaître qu'en portant notre attention, quelqu'un est là pour y prendre part. Maintenant, cette attention, portons-la sur l'association du dos avec la chaise. Là, il y a une chaise, donc... il y a un banc. Voilà. Comme nous pouvons le remarquer, l'attention se déplace en se portant cette fois ailleurs. Mais n'oublions pas que derrière cette attention, il y a toujours ce moi qui est en train de faire. Ce moi, en faisant, est conscient d'être conscient. Ah bah oui, ça fait deux. Donc nous nageons là en pleine dualité. Or, ce qui est recherché, ce n'est pas la conscience consciente, mais conscience tout court. Cette conscience qui est déjà, qui a toujours été là, avant même l'intention de rajouter la nôtre. Pour ce retour, amorcer ce retour, c'est absolument enfantin. Il suffit que ce moi s'arrête de faire. Donc, arrêtons. Arrêtons de porter notre attention. Là, en cet instant, ne faisons rien. Aucun effort. Pas même méditer. Rien. Et quand je dis rien, c'est tellement rien que même ne rien faire, même ça, ne le faites pas. Maintenant, ma question s'adresse à ce moi, ce chercheur qui portait son attention. Est-ce que le fait de ne pas porter notre attention à ce qui est fait disparaître ce qui est? Autrement dit, est-ce que le fait de ne pas porter notre attention à ce qui est fait disparaître les livres, la table, José? Absolument pas. Parce qu'avant même de porter notre attention à ce qui est, il y a déjà ce qui est. Avant même de dire « je regarde » ou « je regarde mais sachant regardant », c'est déjà en train de regarder. C'est déjà en train d'entendre. C'est déjà en train de percevoir. Et ceci sans il n'y a absolument aucun effort ou participation de notre part, sans que nous n'ayons, nous, besoin d'y prendre part. Alors si c'est déjà en train de regarder, pourquoi rajouter un regardant? Un méditant, un chercheur, je ne sais quoi. Pareil pour l'attention. Il faut être attentif, Je suis là en face de vous. Avez-vous besoin de faire un effort d'attention pour le savoir? Absolument pas.
L'attention est déjà là, avant même l'intention de rajouter la vôtre. Vous voyez, il n'y a rien à faire. Rien que nous devions faire. Sinon, abandonner toute recherche et vivre au travers de cette compréhension perceptive. Ce que partage là est tout à fait en adéquation avec ce que partage José. José lui aussi nous demande de porter notre attention, n'est-ce pas José, pour voir ici, pour découvrir ici qu'il n'y a que vision qui est. Une vision qui a toujours été là, sans aucun effort et aucune participation de notre part. Mais simplement s'arrêter là. Stop. S'arrêter avant que le moi, voyant, comment dire, c'est pour ça que j'appelle ça le juste avant de toute chose, c'est juste avant que le moi intervienne pour dire ceci, c'est moi. Voilà. Oui, voilà, c'est à peu près. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je ne sais pas. Et, alors, dans le livre, en fait, tu dis que pour toi, l'éveil, enfin, pour beaucoup de gens, l'éveil c'est un plus d'attention, plus de méditation, et pour toi c'est un moins. Oui, c'est une extinction. Ça, j'aime pas le mot éveil, parce que je trouve qu'il présuppose un plus alors qu'il s'agit d'un moi. C'est une extinction. Je trouve qu'une très belle formulation que j'ai lue, je ne sais plus dans quel livre d'ailleurs, qui dit « c'est un lampadaire qui s'éteint à l'arrivée de l'eau ». Un lampadaire qui s'éteint à l'arrivée de l'eau. Voilà. Il ne sert à plus à rien. Ce moi, ce chercheur ne sert plus à rien, bon, il s'éteint, et hop, terminé. Donc c'est le chercheur qui disparaît. Le chercheur qui disparaît. Il n'y a plus de recherche. À un moment donné, il n'y a même plus aucune question. Plus aucune question. Tout est parfaitement clair. Mais c'est clair perceptivement. C'est pas clair par rapport à... En fait, la tête ne participe pas. La tête n'a rien à voir là-dedans. Ça passe par un tout autre canal. Et alors, la méditation, tu sais, elle est très à la mode aujourd'hui. Tout le monde médite, partout on médite, dans les hôpitaux, dans les entreprises, même dans les lycées, les écoles. Mais toi tu es plutôt un critique de la méditation. Non, absolument pas. Non. Parce que j'ai médité pendant des années. Il ne faut pas me dire ce que... Je sais que souvent les gens me disent « Ah oui, Franck, il n'aime pas la méditation. » Tu l'aimes bien. Ah oui, j'en ai médité beaucoup souvent. La méditation, c'est... On veut bien qu'on médite pendant 10 secondes. Je vais compter 10 secondes, hein. C'est pas long, c'est simple pour comprendre. On va méditer pendant 10 secondes. Alors, c'est moi qui je vais compter un petit moment, puis je vous arrêterai. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Voilà, très bien. Donc, là, maintenant, on va être pendant 10 secondes. Prêt? On y va. Est-ce qu'il y a une différence perceptive entre méditer ou être? Si je dis être et méditer, ils sont parfaitement synonymes. Est-ce que ça vous parle ou pas? C'est clair? Alors maintenant, essayez de ne pas être. Essayez de ne pas être là maintenant. C'est pas possible. On peut pas. On peut pas. Donc c'est déjà en train de méditer. Mais c'est ça la méditation. C'est être, qu'on essaie de ne pas être, c'est là. On peut dire que nous sommes... Il n'y a personne qui... Il n'y a pas c'est moi qui vient avec la méditer. Il y a tout le temps méditation. En fait. Il y a toujours méditation, exactement comme la vision de son tête. Il n'y a toujours que vision qui est. On peut en faire autrement, c'est tout le temps là. Donc il n'y a pas de travail par rapport à ça. Il n'y a pas de travail parce que c'est... On ne peut... En fait, ce que je propose, ça s'apparente plutôt à une voie dévotionnelle, en fait. Ah. On capitule devant ça. On voit, on médite, mais non, si j'ai en train de méditer, alors on laisse tomber. On laisse tomber. C'est simple en fait. Oh, c'est une simplicité, simple du simple.
Alors, est-ce que c'est pas trop simple justement pour le chercheur? Est-ce que le chercheur va abandonner si facilement devant une vision qui est ou... Non, c'est très difficile. Ouais. Parce qu'en fait, le chercheur, ça dépend. Comment dire, où c'est difficile, c'est que souvent, il s'est tellement investi là-dedans que arrêter, non, c'est pas possible. J'en ai tellement fait que je peux pas m'arrêter là. C'est pas possible. En plus, sinon, il se retrouve comme un con n'ayant plus rien à faire. Oui, c'est vrai, c'est ça. tout à fait Donc, ça. c'est pas possible. Donc ça revient. Et ce qui est très curieux, c'est que tous les gens qui viennent me voir, soit il y a beaucoup de psychothérapeutes, et sinon les gens qui sont en invitation, c'est les gens qui sont au bout du rouleau. Oui, c'est oui, absolument. C'est pas des gens qui je vais découvrir la méditation, non, c'est des gens au bout du rouleau. Oui, Alors c'est facile parce qu'il n'y a plus qu'à tenir les stockades. Parce qu'en fait, ils sont déjà. Non, c'est mûr quoi. C'est mûr, il faut. Mais avant, ils arrivent. De toute façon, c'est des gens qui sont épuisés. Hein. N'est-ce pas, t'étais épuisé, toi. Ah oui, J'ai trouvé, t'étais épuisé, quoi. Non, mais t'es. Et maintenant. Ça va mieux, mais comment dire, ça a tendance à renaître de ses cendres. Le chercheur, il Oui, revient. Oui, le chercheur. Il y a des moments, au début, qu'est-ce qu'on est con. Oui. Il n'y a pas besoin de méditer, c'est évident. À d'autres moments, on se rend pas compte. Tiens, je vais en faire quelque chose. Et dès que je vais en faire quelque chose, c'est fini. Derrière moi, et puis l'état d'être. Voilà. Et à ce moment-là, il y a deux, il n'y a plus un. Mais ouais. Oui, il y a plus ce moi qui va venir, comme je disais tout à l'heure, conscience consciente, il y a plus ce moi qui va venir, je sais pas comment dire, c'est, comme je dis, la vision sans tête, ça va tellement bien avec ça, où il y a vision qui est, mais le moi qui va dire, cette vision, c'est moi. Et tout de suite, ça fait deux. Alors qu'il n'y a que vision qui est, quoi. Je sais pas comment exprimer ça. Je sais pas si tu me... Si, oui. Tu vois, il est trop, quoi. On s'en fout de celui-là. En plus, il est trop, et puis en plus, il est très con. Généralement, il est très con. Alors, mais c'est vraiment que ça, quoi. C'est simplement ce geste. Hop, il n'y a que vision qui est, ou il n'y a qu'être. C'est être sans éprouver le besoin de rajouter quoi que ce soit. Il n'y a rien à rajouter là-dedans. C'est quoi. Dans le livre, tu parles aussi des pensées, et souvent, pour les chercheurs, pour les gens, les pensées sont un problème. Alors, est-ce que pour toi, est-ce qu'il faut essayer de se débarrasser des pensées? Est-ce que les pensées sont un problème? Comment? Non, pas du tout. Et je me dis, tiens, on pourrait faire ça différemment. C'est que, je sais qu'ici, il y a des gens qui sont de confession chrétienne. Alors, on va le faire, pas lui, il était indien, on va le faire d'une façon chrétienne. Je vous propose, c'est que, donc au lieu de faire dans la chrétienté, on me dit il faut aimer vos ennemis, pardonner, il faut faire du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est écrit dans les évangiles. Tu les connais de combat. Non, je les connaissais il y a très longtemps. Enfin, même pas plus loin parce que je ne connais rien d'autre. Donc si on fait ça, donc cette pensée elle va devenir notre ami. C'est plus notre ennemi, c'est notre ami. Alors ce qu'on va faire, c'est que là, cet ami, maintenant notre mental est un ami. On est bien d'accord. On est en train de percevoir là, hein. Je ne suis pas en train de faire du blabla, on est en train de percevoir. Donc ce mental est un ami. Donc c'est un ami on l'écoute. Quand il parle, on l'écoute. On ne laisse pas un ennemi, on l'écoute pas, mais un ami, on l'écoute. Alors ce mental va nous parler. Il va nous dire, il a peut-être certainement plein de choses à dire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement attendre et écouter ce qu'il va nous dire. On ne sait pas de quoi il va être question, on va simplement attendre et d'attendre de voir quelle est la première pensée qui va émerger, de quoi il va être question. Mais tout l'important, c'est de lui laisser entière liberté de dire ce qu'il a à dire. Alors allons-y. Il n'y a rien qui vient. C'est beau, il a peur. Allez, vas-y, là, hé. Il n'y a rien qui vient quand on... Tu me regardes. Oui. Laissez-le. Il faut le laisser, liberté. Rien. On peut rester comme ça. Et on sent perceptivement, le cerveau, on sent que ça
C'est exactement comme une éponge. On met de l'eau sur une éponge, on la serre et on lâche. Et l'éponge, hop, elle va commencer à se rouvrir comme ça. On sent que la même chose au niveau du cerveau. Il faudrait faire ça, vous pourrez passer son scanner des fois, tiens, voir ce qui se passe. Si on voit la vie, le cerveau doit faire ça, je sais pas quoi, un truc comme ça. Mais on le sent vraiment perceptivement. Hein. Totalement. Et là, on peut rester comme ça pendant des heures. On laisse, c'est devenu un ami. C'est plus un ennemi. En revanche, si on commence à lutter, comme j'ai fait pendant des années, plein de groupes qui font ça, à ne plus avoir de pensée, parce qu'ils ont lu Marchi, et tout compris de travers, parce que Marchi est tout le monde comprend de travers. Et bon, c'est normal, c'est tellement. Oh oui, c'est n'importe quoi, il faut arrêter les pensées, tout ça, pas vrai. Il dit tout le temps, ce qu'il y a bien, il dit toujours qu'il faut rester tranquille. Alors les gens qui essaient d'arrêter leurs pensées comme ça, il y a peut-être des gens qui font ça, mais c'est absolument impossible. C'est une lutte sans merci. Et là, c'est facile, mais c'est facile. Super. Et là, c'est notre ami. Il faut laisser parler. Il faut laisser parler, mais ça ne dit rien. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'on lui foute la paix. Ce qu'il veut, ce mental, c'est d'être tranquille. Parce qu'il bosse, lui, toute la journée. Il classe toutes les données. Il y a plein de données à classer toute la journée. C'est comme je dis dans mon bouquin, c'est un sorte de bibliothécaire. Il engrange des tas d'informations, et si je vous dis, tiens, pensez à une chèvre. Tac, une chèvre arrive. Vous êtes d'accord? Hein? C'est vrai? Pensez à Tour Eiffel. Tac, Tour Eiffel. Hop, Tour Eiffel arrive. Vous vous rendez compte? En une fraction de seconde, tac, l'image elle sort. Je sais pas où il va la chercher. Il va vite quand même, mec. Hein. C'est ça qui est incroyable. Ça, mais comment dire? Parce que je trouve que dans les pensées, c'est pas un problème. On peut penser dans le temps. On peut se réjouir. Moi, avant de venir ici, je me réjouissais, en prenant le métro, de venir ici et de partager ça avec vous. Mais comment dire? Ce qui est fatigant, c'est cette espèce de gamberge qu'il y a tout le temps. Et en plus, ça pompe énormément d'énergie. On est vachement plus en forme. Hein. On n'a pas cette gamberge idiote qui tourne, comme je disais, c'est comme un moteur qui tourne au ralenti dans une voiture. Le moteur il tourne, ça sert à rien quoi. On éteint et puis après, c'est comme ça. Et après c'est comme ça tout le temps quoi. On veut penser dans le temps, mais le mental n'est pas un ennemi. Pas du tout, pas du tout. Il faut le prendre comme un ennemi. Et en le faisant, ça marche très très bien. Tout le monde l'a ressenti. Nicole, toi tu l'as. Tu l'as, voilà. C'est vrai que tout ça est de simplicité, mais c'est. Et surtout, il faut s'aimer soi-même, ça c'est très important. Et il faut avoir beaucoup d'humour par rapport à toute cette recherche. Et surtout, il ne faut aucune lutte. S'il y a une lutte, c'est pas ça. En plus, on est comme on est, quoi. Il y a des gens qui veulent se changer, qui veulent se soi-disant déconditionner, mais il n'y a pas de conditionné, on est complètement conditionné, mais c'est merveilleux, quoi. On est comme ça, et puis c'est très bien. On a tous de toute façon, on a tout l'héritage des gènes de nos parents, c'est comme ça. Là, je vois le personnage Franck, il y a des fois, je vois son manque de chance logique, mais je me dis, mais c'est pas possible. Mais parce qu'en fait, dans mon travail, j'ai besoin il y a des mécaniques de piano, il y a des choses auxquelles il faut réfléchir d'une façon logique. Mais j'y arrive pas. Mais ça me fait marrer, quoi. Je sais que je suis comme ça, c'est comme ça. En revanche, dans d'autres choses, ça va très très bien. Mais c'est jamais un problème, en fait. Je trouve qu'on est comme ça, comme on est. Et ça a changé quoi, parce que tu parles de ça, ça a changé quoi dans ta vie de découvrir cette, que tu appelles l'état de base, cet être sans le dire? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, en fait? Il n'y a que la vie. Il n'y a que la vie. Et ça enlève déjà tous les conflits, voire qu'il n'y a plus beaucoup de conflits avant, parce que j'étais, dans toute cette recherche, je me suis aperçu que, comme on l'a fait là, de voir que cette amitié qu'on avait avec nous-mêmes est très très importante, et surtout que les choses ne collent pas. Que les choses ne collent pas. Et des fois je suis surpris de voir, des fois des gens peuvent être surpris parce qu'ils m'ont fait une remarque désobligeante, et on les voit, après je les revois une demi-heure après, je suis très sympa avec eux, quoi. Ils ne comprennent pas, et pour eux, j'aurais à en vouloir. Mais non, c'est déjà passé, quoi. Comme les enfants, quoi. On devient comme un enfant. On revient comme un enfant. Les choses ne restent pas. Tu vis l'instant, quoi. Oui, tu vis l'instant. Tu ne peux pas faire autrement, tu vis l'instant. On ne peut pas être ailleurs que maintenant, et on peut pas être dans notre temps. Oui, ça, dans voilà. le livre,
tu rigoles un petit peu des gens qui veulent être dans l'instant présent. Hein. Oui, c'est marrant. Quoi. Ouais. On ne peut pas être ailleurs, c'est ça. Pas possible. Ouais, c'est vrai, on peut pas être ailleurs. Pas possible. Mais pas être non plus. Non. Donc c'est déjà là, tout ça. Ce qui est difficile à comprendre, c'est ce déjà-là, qui est très difficile à... J'essaie de le faire percevoir tout à l'heure, tout ce qu'on a fait, en faisant cette espèce d'exercice sur l'attention. Mais c'est vrai, je suis là, je suis en face de vous, quoi. Vous n'avez rien besoin de faire pour ça, quoi. Vous n'avez pas besoin de dire, je vais porter mon attention, là. Je fais bien, je vais porter mon attention, là, pendant 10 minutes, hop, il y a Ramana Maharshi qui est content de moi. Mais non, pas du tout. L'attention est déjà là. Tout est déjà là. Il n'y a vraiment rien à faire. Hein. Et on le vit, quoi. On vit cette compréhension perceptive. Ah, c'est vrai, il n'y a plus rien à faire. Alors quand j'ai médité pendant des années, mais avec une... C'était de la folie, on devient presque fou. Hein. Tellement on est dans cette espèce de... Moi, j'avais plus de pensée, je me souviens, j'ai envie de mon livre où j'étais arrivé. C'est vrai que j'étais arrivé, il n'y avait plus de pensée. Mais c'était pas du tout pareil, j'avais mon crâne rempli d'absence. Mais c'était horrible. Oui, c'était pas l'éponge, ça partait comme ça, j'avais plus de tête, j'ai l'impression que ma tête allait exploser. Mais j'ai plus de pensée, c'est vrai. Oui, il y a tellement d'absence qu'il n'y avait plus de pensée, il y a trop d'absence, c'est rempli d'absence. Et les gens comprennent ça, ah ben c'est bien, j'ai fait les bons progrès, je suis bientôt arrivé à l'éveil spirituel parce que je pense plus. Complètement absurde, quoi. Tout est ok, en fait, tout est ok. C'est pour ça que les traditions sont très différentes. Ce que je partage, c'est vrai que ça n'a rien à voir, je trouve, par rapport avec la pleine conscience, qui se développe énormément, mais je me sens complètement à part. C'est pour ça que je me dis, ces philosophies, j'appelle ça philosophie perceptive, parce que je me sens pas trop avec ça. Bien que j'ai énormément de respect pour toutes ces traditions, mais je me sens pas... Je sais pas, c'est différent. C'est différent. Disons que ce que tu partages, ta pédagogie, elle est hyper directe, quoi, puisqu'il n'y a même pas de chemin entre... Non, quand je vois les gens, je les aide pas. Je veux pas aider la personne. La personne qui va me voir, je vais pas l'aider. Je veux pas l'aider, elle. Non, au contraire, il faut la faire... je veux pas lui rendre service. Parce qu'elle va s'éloigner encore plus si je lui rends service. Au contraire, il faut que j'arrive à l'animer. En essayant de lui montrer, mais non, c'est déjà là, c'est déjà là, c'est là. La sensation avec vos pieds en ce moment, la sensation des pieds avec le sol. Ah, la sensation est là. Et il est déjà là avant. La conscience dit, ah oui, je porte mon attention sur la sensation des pieds. Ah, je vais être un grand gourou là. Mais non, la sensation est déjà là, on arrive toujours après. Ce moi arrive toujours après les événements. Ça, je l'appelle tout le temps l'emmerdeur professionnel qui arrive toujours après les événements. Il arrive toujours après. C'est juste avant toute chose. Juste avant toute chose. Tu vois ça, ils ont sans tête. De toute façon, je pense que tu partages cette même... Exactement, oui, c'est vrai. Il n'y a rien à rajouter, rien à... C'est ça que les ont sans tête, j'ai des gens qui commencent à en faire un... Ce que je trouve un peu dommage, des fois, c'est que je vois beaucoup de gens qui viennent dans les ateliers, et après, ils restent quelques temps, puis après, ils s'en vont. Parce qu'en fait, le moi, il essaie de chercher quelque chose, et en fait, au bout d'un moment, il s'ennuie, il s'en va. Il ne voit pas, en fait, cette dimension qu'il y a derrière. En revanche, lui, il a regardé, le moi est arrivé, il a regardé comme ça. Ah oui, bah, c'est moi, alors maintenant, je m'identifie à ça. Et au fil d'un moment, bon, ça ne marche pas, comme toutes ces identifications. Et alors qu'en fait, s'il n'avait pas été regardé, s'il avait simplement vu qu'il n'y a que vision qui est, et point barre, et pas, sans le dire, sans rajouter quoi que ce soit, c'est ces gens-là qui restent. Parce qu'ils vivent simplement par rapport à ça, c'est tout. Dès que qu'on rajoute, dès que le mot intervient, c'est foutu. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faut, parce que tu disais, tu parlais de Joël qui était au bout du rouleau, est-ce que tu ne penses pas que pour entendre ce message de « il n'y a plus rien à faire, plus rien à chercher », il faut déjà avoir cherché, déjà avoir fait oui, c'est pas, en fait. C'est ce qui s'est passé pour moi, ce qui s'est passé aussi pour Joël ou d'autres. Mais c'est vrai que c'est une question qui est très difficile. Ouais. Ça dépend des gens, en fait, peut-être. Ça dépend des gens. Des fois, on peut... C'est que ce partage, il y a des gens pour qui ça ne parle absolument pas. Moi, pas du tout. J'aime des gens qui me disent « Oh là, vos livres, ils sont compliqués. Hein. Il faut prendre un dictionnaire, tous les 3 phrases, il faut prendre un dictionnaire. » Je trouve ça dingue, quoi. C'est simple, quoi. C'est simple à lire, quoi. Et non, c'est ça qui trouve très, très compliqué.
Donc c'est que ça, faut pas, ils sont pas en phase avec ça, quoi. Chacun trouve son miel, quoi, là-dedans. Et donc la vision sans tête, tu retrouves tout le monde. C'est ça l'avantage. Pas tout le monde, parce que... Non, mais ça rassemble un peu tout le monde. Il y a des gens qui viennent de 3 ans différents, qui, voilà. Ouais. Peut-être que nos amis ici ont des questions à poser à Franck. Ah, tu vois déjà une question. Bonsoir, Jean-Marc, j'aurais une question à poser. Elle est directe, le corps dans tout ça. On n'en parle jamais. Il y a d'autres traditions, par exemple le yoga, le tantrisme aussi parfois. Le corps a une certaine place dans le discours théorique. Il me semble dans ce que tu exposes, ça n'existe pas quelque part. Alors quel est ton... Non, mais je dis mon ressenti. Hein. Voilà, maintenant, qu'est-ce que tu me peux dire? Non, je ne parle que de ressenti. Le ressenti, c'est à travers le corps. Mais c'est vrai que j'ai pas... Il faudrait plus demander ça plutôt à quelqu'un comme Éric Barret, qui connaît... Oui. Mais pourtant, je sais pas, parce que c'est quoi ta question, en fait, précisément? La place du corps. Je ne fais pas de distinction entre ce qu'on appelle le mental ou le corps, quelque chose comme ça, une action, j'en fais aucune. D'accord. Tout est un pour ça. D'accord. Tout est un. Donc, il n'y a pas le corps, et surtout il n'y a pas ce corps qui est vu à regard condescendant par rapport au corps. Souvent c'est un peu comme ça, je suis pas ce corps, et c'est pas vrai, le corps c'est un outil merveilleux, et il nous apporte plein de belles émotions. Des fois aussi de la tristesse, mais c'est comme ça. Mais je pourrais pas sinon aller plus loin dans... C'est pas tellement mon rayon en fait, le corps. Le corps lui-même, quoi, disons, voilà. Il y a des gens qui sont très compétents pour ça, mais je pourrais pas vraiment te répondre pour ça. Et l'autre, enfin, ce qu'on appelle l'autre, l'altérité, les autres, comment c'est ressenti dans ce que tu proposes? Comment tu vis la relation à l'autre? Il y a deux dans la question. Vous dites comment tu ressens la relation à l'autre. Donc il y a l'autre. On est obligé d'utiliser des termes. Oui, des termes, voilà. A priori, dans cette salle, en apparence, il y a 50 autres, 30 autres. Alors comment c'est vécu? Mais j'ai vécu comme tout le monde. Je vis des choses exactement comme tout le monde. Comment? Je vis des choses exactement comme tout le monde. Il n'y a rien de particulier. Il y a des amitiés, des inimitiés. Donc les inimitiés, est-ce qu'elles ont le pouvoir de déclencher une irritation, et comment cette irritation elle est... Absolument tout le monde. Est-ce qu'elle te fait sortir de ta tranquillité intérieure? Enfin, je sais pas, tu vois. Comment tu vis ça? Mais il n'y a pas... J'espère qu'il y a une tranquillité intérieure. Les choses sont comme elles sont. Tout simplement comme elles sont. Il peut très bien survenir de la colère, n'importe quoi. Ça peut être... Il y a aussi des tempéraments pour ça. Je ne suis pas du tout dans le tempérament colérique. Je ne sais pas ce que c'est que la colère. J'ai eu en colère peut-être 10 fois dans ma vie. Donc c'est des sentiments que je ne connais pas très bien. Mais on peut très bien avoir ce moment ressenti en étant quelqu'un de colérique. Ça pose absolument... Ça n'a rien à voir avec ça en fait. Ça n'enlève pas ta tranquillité, ça laisse pas de trace. Parce que les choses ne collent pas, donc elles passent tout simplement. Je pose cette question, moi j'aime beaucoup Rupert Spira, qui s'inspire beaucoup de Jean Klein aussi. Je trouve qu'il va assez loin là-dedans, parce qu'il dit que chaque être, chaque chose en fait, il y a une intimité en fait, parce qu'on propose aussi des exercices pour ressentir ça. Alors, dans la vision sans tête que je connais un peu moins, mais j'ai pratiqué quelques ateliers avec José. C'est pareil aussi. Alors quelle est la... Enfin, c'est une question que je vais te poser aussi, José. Enfin, est-ce qu'il n'y a plus d'autres? L'autre s'efface dans le... En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je connais Franck depuis longtemps et c'est une boule de tendresse, quoi. C'est quelqu'un qui est adorable. Donc déjà, du point de vue de la relation, je ne vais pas le dire lui, mais moi je le dis, il y a une gentillesse énorme, quoi. Vraiment. Mais tout le monde dans la rue n'est pas forcément aussi gentil.
Non, mais je pense que cette gentillesse, elle vient aussi de cette clarté qui est reconnue, quoi, de cet être sans le dire qui est perçu. C'est pour ça que j'interroge l'autre. Mais le fait que José me dise ça, ça me fait énormément plaisir. Il y a du plaisir qui vient. Il aurait pu aussi bien t'insulter, mais enfin... J'aimerais bien, mais je peux pas, j'arrive pas. Pas ce soir. Oui. Donc, vous croyez à cette idée d'éveil ou simplement c'est en vous observant vos limites en tant que personne déterminée, parce que là on parle, vous êtes gentil, mais vous pourriez être même méchante, selon ce que vous avez dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc c'est même l'idée d'éveil, c'est un peu un concept qui ne va pas vous dire grand chose. Vous êtes toujours, les libertés, selon ce que j'ai compris, c'est le fait de comprendre que vous n'êtes pas libre d'être différent de ce que vous êtes. Absolument. Donc en fait, chacun a son caractère, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de tout... vraiment, franchement, je suis un mec adorable, quoi. mais ça, c'est une chance, c'est pas dans l'effort. Ça a toujours été comme ça, quoi. Ouais. C'est partie de ma nature. Vous pourriez être méchante. Je suis gentil, j'ai pas... Ouais. Comme je dis dans mon livre, quand j'ai commencé par la chrétienté, alors j'ai essayé de commencer à aimer vos ennemis. Ouais. Et aimer vos ennemis, je suis allé dans les évangiles, mais je trouvais pas d'ennemis. C'était chiant, je trouvais pas d'ennemis. Ah oui, tous les jours, j'avais pas d'ennemis. Mais ça, je ne pas mettre en pratique. Mais ça, c'est merci à vos parents, à vos gènes, à votre éducation. On est d'accord? Ça, je sais pas, je sais pas. Non, c'est ce que je veux dire, c'est une distance entre votre vie et c'est, je sais pas, on peut dire témoin, ou vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous, on pourrait être le changement qui fait lieu, c'est que c'est ce que je partage, cette expérience l'expérience, je ne sais pas le mot expérience va pas, mais ce ressenti par rapport à ça, c'est que ça a remis tout en une très belle harmonie dans tout cet ensemble. Tout est très très harmonieux. Okay. Et surtout, ça ne change jamais. Vous voulez dire à ma femme, elle dit Franck, ça bouge pas, quoi. Ça bouge, c'est vraiment le chien le roseau, quoi. Le roseau, il veut tout, il vient tout de suite. Okay. Donc il y a un changement, une prise de conscience quand même. Il y a un clic. Les choses sont changées. C'est ça que je voulais savoir. Les émotions sont plus fortes. Ok. Voilà. Oui, seulement je voulais savoir s'il y avait changement. Parce qu'il y a plus de moi qui va venir. Comment dire, si admettons une émotion, que ce soit une belle émotion, que ça peut être de la colère c'est très rare. Mais il y a plus ce personnage qui va venir, il ne faut pas que ça soit en colère. Ah oui, d'accord. Je vois cette dualité qu'on fait. Voilà, il ne vient pas voir là. Okay. Comme je dis toujours, on est heureux, c'est heureux, on n'est pas heureux d'être heureux, c'est simplement bonheur. Donc si on est en colère, il n'y a pas en colère d'être en colère, parce que souvent on est en colère d'être en colère. Oh, je suis en colère, oh c'est insupportable d'être dans cet état-là. Mais non, pas du tout. C'est qu'il y a de la colère, et puis après ça passe, quoi. Parce que la colère, si on ne vient pas l'apprendre, et lui dire il ne faut pas que ce soit comme ça, c'est exactement comme le mental. Hop, après ça s'en va, quoi. Comme chez les enfants. Vous voyez, ils jouent sur ils jouent dans le château, ils font des châteaux de sable. Est-ce que il y en a qui met du sable dans les yeux, alors ouais, alors ils commencent à pas être contents, et après, 10 minutes après, c'est fini. Oh, c'est un nouveau copain. Alors chez les adultes, c'est impossible. Il dit, oh, alors lui, j'en voudrais toute ma vie, quoi. Parce que ça reste, ça colle. Les glaces, ça colle pas, ça fait que passer. Ça glisse. Merci. Voilà. Pour revenir à la question sur l'autre, parce qu'il y a quand même un changement de perspective, parce que par rapport à la vision sans tête, puisque le monde est perçu à l'intérieur de l'espace que l'on est, les autres aussi, donc il y a un sentiment d'intimité. C'est pas l'espace que l'on est, c'est l'espace qui est. Oui, mais bon... Non, mais c'est important. Le monde est en soi, quoi. Et donc il y a un sentiment d'intimité qui est ressenti. Les autres sont perçus de façon moins extérieure que dans un état d'inattention. Et je ne sais pas si tu ressens ça, je veux dire... L'autre, enfin, il y a un, quoi. Il n'y a pas moi et puis les autres, mais une totalité. Oui, mais en plus, je dirais que même la question ne se pose même pas, quoi. Il faut être deux pour poser. La question peut se poser, mais
Mais là, elle ne se pose pas. Mais pas du tout, quoi. Mais par contre, Une autre question, justement, c'est toujours en lien. C'est-à-dire, on parle de l'attention forcée, ce que tu appelles faire. Il y a l'attention qui est déjà là, qui est naturelle. Qui est naturelle, oui. Et qu'est-ce que tu fais de l'inattention? Parce qu'il me semble que les gens souffrent beaucoup d'inattention. Parce que là, je suis attentif, j'ai un objet. Quand tu comprends la lune, tu veux dire? J'arrête. Non, mais on peut être pris, ne pas même pas regarder ce qu'elle a, mais même pas chercher à regarder. Non, mais cette attention, il n'y a pas besoin que ce moi vienne vérifier tout ça. non, Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je dis, l'attention est non, que j'appelle l'attention non attentive, c'est l'attention est là. Mais il n'y a pas un censeur qui est là en train de dire « Ah là, je suis attentif » ou « Là, je suis inattentif ». Non, là c'est l'attention pure, quand il n'y a plus d'objet. C'est vraiment l'état le plus naturel qui soit. Et en même temps, si on dit aux gens « Soyez attentifs », c'est quelque part, et ils partent d'une position où ils sont inattentifs. Et voilà, tout le monde ne cherche pas, quoi. L'attention, c'est pas, l'attention ne se porte pas sur les choses, c'est les choses qui apparaissent dans l'attention. oui. Voilà. Là, vous apparaissez dans l'attention. Ah oui. C'est pas l'attention, il y a plus cette attention qui va, ben, je peux le faire, on va dire, tiens, comment dirais-je, il y a que j'attends quelqu'un, je vais voir si la personne va venir, et l'attention, elle peut être portée, il n'y a aucun problème. Mais de manière générale, c'est des choses, tout apparaît dans l'attention. Une attention qui, elle, ne regarde rien. Elle ne regarde pas l'attention. Ça apparaît en elle. C'est l'attention totalement elle est sans mouvement, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme cette vision qui est, elle est sans mouvement. Parce qu'il n'y a pas de sujet. Ça apparaît, elle apparaît dans le... Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de penseur, donc Et il n'y a pas il n'y d'objet. a personne pour... Oui, c'est des questions comment dire, je sais pas. Quand vous êtes simplement là, être assis là sans rien faire, sans rien être, les questions ne se posent même pas, quoi. Ça rentre pas ça rentre plus dans... Ça, j'entends des fois les questions et j'arrive pas à y répondre parce que... Ah oui, mais c'est vrai qu'avant je pensais comme ça. Pas du tout. Ça se pose plus, quoi. Tout est... Ouais. Limpide, tranquille. Oui, oui. Oui, Lorraine. Est-ce que tu penses que le je suis est une illusion? Est-ce que dans cette expérience que tu as du réel, il y a une présence, hein, ou est-ce que il y a vraiment, enfin pour toi, est-ce que tu l'interprètes comme étant vraiment rien? Ou est-ce qu'il y a une présence? Bah, moi je dis, dans ma terminologie, je dis suis, je dis que je suis, j'en parlais avec, tout à l'heure on en parlait ensemble, on l'évoquait ensemble, je suis, je veux rien dire, je suis. Pourquoi on dit je et suis? On est deux. Pas besoin de dire, on devrait dire que suis, on ne peut pas dire je suis. La condition je suis, bien sûr, mais ça fait deux, quoi. Je suis. Et en fait, dans ce que parle, c'est être, en fait, il n'y a que suis. Ouais. Mais est-ce que cet être a une dimension personnelle dans la façon dont tu interprètes les choses, ou pas? Bah, il y a un personnage. Ouais, mais... Ok, le personnage, il est périphérique, en fait. C'est les pensées, les émotions, toutes ces choses qui apparaissent. Mais dans le fondement même de l'expérience, est-ce que, pour toi, il y a une dimension personnelle, pas individuelle, personnelle, ou pas? Qu'est-ce que c'est comme distinction entre individuel et personnel? C'est-à-dire que tu disais, par exemple, essayer de ne pas être, l'être, est-ce que c'est une personne? Non. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on essaie de ne pas être, on montre que cette conscience, on veut dire que cette conscience est la conscience d'elle-même. Je dis que c'est insupportable pour les chercheurs, ça, de dire ça. Comment la conscience d'elle-même, c'est pas possible. Non, elle est consciente d'elle-même. Non, elle est inconsciente d'elle-même. Elle sait, mais elle ne sait pas qu'elle sait. Quand on essaie de ne pas être, cet être ne dit pas je suis, lui. Il est. Il dit pas je suis. Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Parce qu'il ne sait pas qui il est. Mais il sait
il sait, mais je sais pas comment expliquer ça. C'est très, ça sait sans oui, c'est inconscient, conscient. C'est ça que je dis, parce qu'il n'y a pas de conscience inconsciente d'elle-même, parce qu'il n'y a pas de elle-même pour la rendre consciente d'elle-même. Il n'y a pas ce elle-même dans cette conscience. Il n'y a que conscience, oui, c'est ça que je dis, conscience tout court. C'est pour ça que tu dis que c'est un moi, en fait. Oui, c'est un moi. Tu as commencé ton introduction en disant que c'était un moi. Ouais. Et tu crois pas que c'est une forme d'interprétation, ça? Bah, c'est comme ça que c'est ressenti. Mais en fait, j'ai pas, en fait, j'ai pas de doute là-dessus. J'ai pas de... Comment dire, quand je dis interprétation, c'est pas... Je sais pas, c'est l'évidence, quoi. Mais... Je sais pas comment dire ça de plus. C'est totalement évident, quoi. Mais pour personne. Pour personne, en fait. J'ai une question. Ce vécu dont vous nous parlez, est-ce qu'il est permanent? Ou est-ce qu'à un certain moment, il y a un retour vers l'ancien vécu avec la subjectivité, avec le moi, avec l'état de la plupart des gens? Ou est-ce que c'est toujours comme ça? Ça a toujours été comme ça, en fait. Oui. Exactement comme la vision sans tête. Quand on se rend compte que la vision est là, la vision a toujours été là. C'est pas à un moment donné, elle n'est pas survenue, cette vision, elle a toujours été là, mais c'est que tu ne savais pas, quoi. Non. Tu t'en avais pas rendu compte. C'est la même chose, ça a toujours été là. Oui, mais c'est ça, c'était toujours là, mais on ne s'en rendait pas compte. Et un jour, on s'en rend compte. Il y a donc quand même un avant et un après, d'une certaine manière. Oui, et Eh bien, ma question, c'est, est-ce que, quand vous êtes dans cette expérience, dont vous réalisez qu'elle a toujours été la vôtre, mais avant je ne suis pas dans cette expérience, je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, vous êtes dans cette expérience, il y a quelqu'un qui sera dans cette expérience. Il n'y a que ça, quoi, en fait. Il n'y a pas deux, quoi. Oui. Il n'y a pas l'expérience et il y a quelqu'un qui est dans... Je sais, je vous reprends comme ça, excusez-moi, mais, mais... là-dessus, je ne voudrais pas me faire taire, parce qu'il ne n'y a pas quelqu'un dans l'expérience. Il n'y a pas deux. Il y a expérience, tout simplement. Oui, il y a l'expérience. La perception. La perception est là, voilà. C'est la marche sur le marcheur. Oui, mais donc il n'y a jamais de retour à ce qui était, enfin, je ne sais pas comment m'exprimer, mais à ce qui était avant cette révélation d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a des retours? Parce que par exemple, monsieur disait tout à l'heure que vous le preniez un peu à témoin. Bon, d'après ce que j'ai compris, vous vous connaissez, vous avez eu des entretiens. Il aurait, d'après ce que j'ai compris, accédé à certains moments à cette expérience. Et puis, il avait l'air de dire que, ma foi, des fois, il y avait des allers-retours. Je me laisse reprendre et je ne m'en rends pas compte tout de suite. Non, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand la recherche est très très forte, comme c'est le cas pour Joël, à un moment donné, et ça fait aussi mon cas, il y a toujours un retour. C'est comme je dis toujours, c'est comme un navire vous allez prendre un énorme bateau, vous avez beaucoup coupé les moteurs, le bateau il continue à avancer, par la force d'inertie. Et là c'est pareil. C'est tellement fort, cette recherche était tellement forte, et aussi chez Joël aussi, qu'à un moment donné, il ne savait pas s'arrêter tout seul. Et et comme je dis aussi dans mon livre, à un moment j'ai quitté la maison de recherche. Quand je suis arrivé au bout, c'est bon, c'était clair, j'ai quitté la maison de recherche. Mais c'est comme une maison que vous quittez, vous habitez cette maison, à un moment le papier se décolle, après ça va être la poussière qui s'accumule, le papier se décolle, et puis à un moment donné, il y a un bout de toit qui va commencer à s'effondrer. Puis après, ça va devenir une ruine au bout d'un moment. Ben, même encore aujourd'hui, je perçois encore des pans de ruines qui tombent. Mais ça dépend des gens. Ça peut être très très lent, ça peut être très lent, comme ce fut mon cas. Oui. Comme il peut être extrêmement rapide. Mais il y a toujours des choses qui sont... Mais il n'y a plus, en revanche, il n'y a plus cette invitation à vouloir refaire, à faire. À vouloir, à vouloir encore chercher. Ah non, ça c'est totalement terminé. Alors si je reprends la métaphore du paquebot, on coupe les moteurs, mais le bateau continue à avancer un certain temps. Alors, il y en a, c'est plus ou moins long, puis ça finit par s'arrêter, mais là, ça prend du temps avant de s'arrêter. Il y a plus l'un qui a utilisé l'image du ventilateur. C'est pareil qu'on le coupe, il continue. Voilà, ou les disques, ou n'importe quoi. En Inde, ils prenaient l'image du rouet à tisser. Exactement. Du rouet à tisser. En Inde, voilà. Et à un moment donné, on arrête le rouet, mais il continue à tourner. Voilà. Il ne s'arrêtera jamais. Probablement. Au moment de la mort du corps, déjà. Oui. Il ne s'arrêtera jamais, probablement. Il y a toujours cette distance. Vous pouvez regarder cette machine qui continue. C'est ça. Non, mais quand il n'y a personne pour alimenter, le moi n'est plus là pour alimenter.
Mais votre déterminisme est toujours là. Votre corps, vos parents, vos gènes. Ah oui, ils sont là, absolument. Donc, Très important. C'est très important. Oui, les conditionnements, tout est là. Oui. Tout est là. Oui, oui. Bien, mes chers amis, donc je voudrais remercier Franck d'être venu, d'avoir échangé. J'essaie de parler pas trop vite, mais je ne sais pas si je réussis. Et puis merci à vous d'être venu. Alors vous pouvez maintenant, faire signer le livre à Franck et lui poser des questions directement si vous voulez. Et puis on vous invite à prendre un verre. Merci. Et jeudi prochain, il y a une autre soirée sur un livre de Jung, Les Nuits de Jung, par Luca Governatori. Voilà, très beau livre aussi. Merci Franck, merci beaucoup. Merci José, merci Claude.